Excusez-moi, donc j'étais obligé de recommencer le direct parce que, vu il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé que je lui mette dans la page, il avait envie de parler, mais au fait c'est un franc-maçon. Donc il est venu pour dérégler tout mon système. Donc j'étais obligé de reprendre. Mais je l'ai bloqué cette personne. Voilà. Parce qu'au fait, un franc-maçon ne peut pas blaguer avec celui qui est de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Donc je reprends ce direct. Donc nous avons un sérieux problème. C'est les francs-maçons. Les francs-maçons et les Illuminati, c'est eux qui sont à l'origine des catastrophes en Afrique. Vous avez des assassinations qui se passent en Afrique. Vous avez, soi-disant, des tremblements de terre. Mais au fait, c'est eux qui sont derrière. Les francs-maçons, les Illuminati. Et la vérité doit être dite. Excusez-moi un instant. Donc, les francs-maçons, les Illuminati, c'est eux qui jouent au chef. Ils font ce qu'ils veulent sur terre. Ils donnent leurs règles à suivre. Alors, et ils veulent aussi que pas mal soit derrière eux. Que les gens acceptent toutes leurs conneries. Oui. Oui. Les francs-maçons, ils veulent que tout le monde soit derrière eux. Et pour eux, il faut que les gens aillent dans leur secte. Les francs-maçons ne sont pas des êtres. Vous verrez tous les politiciens, pas politiques, politiciens, tous ceux qui sont en Afrique, sont que des chiens, des ennemis de la terre, des ennemis des êtres humains. Parce que la franc-maçonnerie, quand vous regardez, mais c'est des gens qui n'aiment pas des êtres humains. Ils ont des objectifs d'effacer l'humanité. Eux, ils sont contre l'être humain. Voilà pourquoi l'Africain devrait maintenant prendre la vie en réalité. L'Africain doit sortir du monde de la blague, du monde de l'amusement. Parce que l'Africain a trop joué. Il faut maintenant que l'Africain sorte de l'amusement. Il faut que l'Africain arrête d'aller regarder Coupe du Monde, d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller dans tous ces milieux-là. C'est que le monde de Satan. Les boîtes de nuit, c'est le monde des démons. Il faut que les êtres humains aient les yeux grandement aveuglés. Ils doivent aller dans des milieux où ils n'auront pas la connaissance, mais ils seront aveuglés. Et c'est ça. La franc-maçonnerie, les gens doivent chercher à connaître cette secte. Parce que pour sortir du calvaire que nous rencontrons, nous le peuple noir, mais c'est la franc-maçonnerie et franc-maçonnerie, Illuminati, l'église de réveil, l'église catholique, tout ça sont que des sectes. Mais voilà pourquoi Dieu dit, il ne reconnaît pas les religions. Parce que toutes les religions que vous voyez dans le monde sont que des œuvres instaurées, placées par l'être humain, pour pouvoir jouer avec la conscience des autres êtres humains. Mais c'est calculé. On va vous faire des jeux mais terribles. Regardez par exemple, il y aura des gens qui vont vous dire: deviens musulman, accepte d'être musulman. Avec la religion musulmane, tu auras tout. Mais c'est des bluffages.
Et dès que tu te fais musulman, tu es là, Allahu Akbar, tu te dis que tu es venu dans un monde vraiment génial. Mais attention, Allahu Akbar, mais ils sont plus dangereux. Et c'est ce qui fait que pas mal s'éloignent de la réalité. Nous sommes des Noirs, nous devons nous intéresser de nos ancêtres. Nous devons nous intéresser de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes bluffés dans un monde machiavélique. Regardez comme en France, on vous dit liberté, égalité, fraternité. Mais attendez, liberté, fraternité, égalité, vous faites du mal? Est-ce que c'est ça? Oui, ils font hyperment mal. Hein? La franc-maçonnerie, mais fait immensement mal. Nous allons regarder quelque chose d'abord, parce que c'est important. Les francs-maçons, ce n'est pas des êtres humains. Ce n'est pas des êtres humains. Beaucoup ne reconnaissent pas leurs ancêtres. Voilà. Mais c'est vrai, beaucoup ne reconnaissent pas leurs ancêtres. Oui, mais tu sais aussi pourquoi beaucoup ne reconnaissent pas leurs ancêtres? Attends, là il dit, beaucoup ont retourné le dos à leurs ancêtres. Oui, mais tu sais pourquoi beaucoup ne reconnaissent pas leurs ancêtres ou ont tourné le dos à leurs ancêtres? À cause de monnaie, 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 l'argent, l'argent. Ce que tu as dit tout à l'heure. C'est à cause de ça, l'argent. Nous allons écouter notre frère ce qu'il est en train de dire sur la franc-maçonnerie, c'est important. Et après je vais reprendre pour parler. Nous allons l'écouter. Le savoir, c'est être déjà dans une dynamique de comprendre ce que signifie la connaissance de soi. Parce que le problème de notre peuple, dans la diaspora ou sur le continent, c'est que dans un processus de plusieurs siècles, on nous a appris ce que l'on appelle l'aliénation, qui signifie devenir étranger à soi-même. Et quand on devient étranger à soi-même, étranger à son environnement, on vous déconnecte de votre ontologie, on vous déconnecte de votre paradigme historique. Vous devenez tel un zombie, une ombre dans votre propre réalité, et c'est quelque chose qu'il faut préciser. Être dans une dynamique de retrouver notre tissu civilisationnel, spirituel et traditionnel, par exemple le vaudou, ce n'est pas croire, c'est savoir. Les Occidentaux, quand vous nous dites qu'ils nous dominent par la science, je vous dirais que je vous encouragerais à lire un métaphysicien qui est considéré comme le plus grand métaphysicien de l'histoire de France, d'Occident et peut-être du monde au XXe siècle, un blanc pur jus. Donc comme ça, peut-être que vous le prendrez plus au sérieux. Parce que certaines intelligentsias sont dans cette démarche-là, qui disait que le problème de la civilisation occidentale et ce qui l'amènera à sa chute, c'est qu'elle a cru que le matérialisme était la base de l'élévation d'un peuple. Alors que c'est la métaphysique
qui fait qu'un peuple est capable de s'élever, certainement pas ce que nous a présenté comme la démarche palpable. Et ça, c'est ce qui explique que les prétendues sociétés dites développées ont tout à leur tête, au-delà de la finance, des loges maçonniques dans toutes leurs nations. S'ils sont dans cette démarche maçonnique qui est le pôle opposé à notre démarche traditionnelle, c'est parce qu'ils savent que l'ésotérisme ne peut pas être utilisé seul, certes, mais que l'ésotérisme a une place prépondérante dans l'élévation d'un peuple. Vous étudiez l'ésotérisme chinois, vous comprenez que dans la révolution de Mao, s'il ne s'était pas appuyé sur la philosophie chinoise en tant que telle, sur le paradigme chinois en tant que tel, s'il n'avait pas fait la révolution culturelle en tant que telle, l'armée chinoise dont vous parlez, militarisée comme vous la présentez, je ne sais plus si c'est vous ou celui qui était juste avant, cette armée chinoise n'existerait pas, parce que cette dernière n'a pu exister qu'à partir du moment où un processus historique, civilisationnel, culturel, intellectuel et spirituel, philosophique, a pu se mettre en place sur le territoire chinois. Vous m'avez parlé du fait que vous avez l'impression, en m'entendant, que c'est le noir contre le blanc. C'est bizarre, tout à l'heure j'ai parlé du fait que j'ai été reçu 3 fois en 1 an et demi par Mahmoud Ahmadinejad. Je ne savais pas qu'Ahmadinejad était un haïtien. Je ne savais pas qu'il était noir de peau. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été reçu et que je suis très proche d'Eddie José Corcega, ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest. Je ne savais pas qu'Eddie José Corcega était noir de peau. Je pense que le problème qui existe dans cette intelligentsia qui se décrète comme l'étant, sachant qu'on ne se décrète normalement pas, on l'est ou on ne l'est pas, dans une démarche intellectuelle, c'est qu'on répète les clichés qu'on a appris des médias dominants occidentaux, mais qu'on ne prend même plus la peine d'écouter. Même plus la peine d'écouter mot à mot le propos de celui ou de celle, ou de ceux ou de celles qui sont dans cette démarche d'élévation. Il suffit d'écouter, de suivre un minimum mon discours, de suivre et d'observer un minimum mes conférences qui sont trouvables sur Internet. Et vous verrez que dans ces compositions, il y a des gens qui viennent à la fin des conférences, des blancs parfois, qui pleurent en disant que le combat que tu mènes pour ton peuple, Kémy Séba, tu le mènes en réalité pour toute l'humanité, parce que si l'homme noir se lève, c'est l'humanité qui se lèvera dans sa globalité. Ça, ce n'est pas du racisme, mon frère. Ce n'est pas du racisme, mon frère. Il faut qu'on soit capable d'enlever dans notre tête la puce selon laquelle le propos de l'élite occidentale est parole d'évangile. Il faut qu'on cesse d'agir de cette façon. Qu'on écoute nos enfants, parce que nous sommes les parents de l'humanité, parce que nous sommes le premier peuple, pourquoi pas? Mais que le propos de nos enfants devienne notre vérité absolue et qu'on finisse par être téléguidés totalement dans notre réflexion. Je suis désolé, ce n'est pas du populisme de dire ça. C'est constater véritablement que nous sommes tombés dans une débilité profonde. Et le problème est que l'élévation de notre peuple se fera là aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un combat de noir contre blanc. Il se fera là aussi, en luttant contre ceux qui se sont présentés comme intellectuels, mais qui sont en réalité les agents d'influence des ambassades de France et de toutes ces structures que nous connaissons. Voilà. Nous avons entendu Kémy Séba. Mais tout ce que Kémy Séba est en train de dire, mais c'est la vérité. La vérité. Parce que les gens, ils ont oublié la connaissance. Mais les gens devront s'intéresser de la connaissance. C'est très important. Parce que ce monde va mal. Pourquoi? Mais le monde va mal à cause des Illuminati. Le monde va mal à cause des francs-maçons. Et les gens devront s'intéresser. Les gens devront s'intéresser. Très important. Débarquée au XVIIIe siècle sur le continent, la franc-maçonnerie continue aujourd'hui de fasciner les élites africaines. D'Alpha Condé à Ali Bongo, en passant par Idriss Déby, nombreux sont les chefs d'État à avoir été initiés aux rites et aux enseignements ésotériques de cette organisation à visée universelle. Dans ce nouvel épisode d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba reviendra sur l'influence de la franc-maçonnerie sur le continent et nous expliquera comment les loges africaines demeurent des instruments de domination incontournables pour l'Occident. Bonjour Kémy Séba. Bonjour mon frère. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de la franc-maçonnerie en Afrique. Quelle est votre lecture? Alors, très cher frère, il y a énormément de choses à dire. Avant de passer par Kémy Séba,
Nous allons parler d'abord des opposants. Les opposants. Parce qu'il y a des opposants politiques. En Europe, aux États-Unis, des Africains, mais qui sont des francs-maçons. Vous les entendrez, ils vont dire des belles paroles. Hein? Vous les entendrez dire des belles paroles. Vous allez vous dire, oh, ils parlent bien. Hein? Attendez. Comme celui qui fait le programme Ziana TV. Ziana TV. Vous allez le voir, il est partout. Quand Adada fait sa conférence, Adada a besoin. Il va à l'ambassade, hein? Il filme Adada. Mais Adada a détourné des milliards. Les milliards, Adada. Le fameux ambassadeur que nous, les résistants vrais et les combattants vrais, nous ne connaissons pas. Adada. Ils vont pour filmer Adada. Ils vont boire le champagne avec Adada. Pendant ce temps, les étudiants ont réussi. Ils ne touchent pas leur salaire. Les étudiants aux États-Unis congolais, au Cuba et ailleurs ne touchent pas leur bourse. Imaginez. Les francs-maçons. Mais c'est des gens qui sont dangereux. Mais qu'est-ce qui a fait que Laurent Gbagbo aille à la CPI? Mais ce sont les francs-maçons. Ce sont les Illuminati. Qu'est-ce qui a fait que Bemba a passé 10 années derrière les barreaux? Mais les francs-maçons, excusez-moi, je vais allumer un peu la lumière. Je vais mettre la lumière. Oui, j'étais en train de dire, qu'est-ce qui fait que Bemba a passé 10 années derrière la cellule? Mais les francs-maçons, Nelson Mandela, il s'est battu contre l'apartheid. Les blancs menteurs sud-africains, ils ont dit à Mandela, oui, on aimerait vraiment voir vraiment, parce que vu le pays ne va pas bien, il y a trop de sang qui coule, bon, si c'est toi, bon, en train de flatter Mandela. Mais avant que Mandela accepte de prendre le pouvoir par rapport au peuple qui ont voté, ils ont obligé Mandela à se faire baptiser franc-maçon. Parce que Nelson Mandela, vous verrez frapper Nelson Mandela franc-maçon sur Google. Vous allez voir, il y aura des images qui vont sortir. Nelson Mandela avec des tabliers maçonniques. Mais parce qu'on lui a obligé. Est-ce que la secte des francs-maçons vient du peuple noir? Non! Mais attendez, la secte maçonnique, ça ne vient pas de l'Angleterre ni de la France. Cette secte se trouve dans chaque être humain noir. Mais ça vient de l'Égypte, des pyramides, chez Pharaon. Chaque être humain noir en lui a le bon côté et le mauvais côté. Mais nous, on préfère suivre le bon côté, la franc-maçonnerie. Nous allons écouter Kémy Séba. C'est très important. Lorsque l'on aborde la thématique de la franc-maçonnerie et l'Afrique. On ne peut pas comprendre la puissance de la maçonnerie si on ne comprend pas déjà son historique, son installation et son évolution. Il faut savoir que dans sa vision, la franc-maçonnerie met toujours un point d'honneur à être toujours dans une démarche d'analyse prospective. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une dynamique de prévoir, plutôt pendant que l'être humain, lui ou l'Africain de manière générale, en tout cas, se contente toujours que de voir. Ce qui fait que bien souvent, ils ont été des avant-gardistes sur les changements de société qui arrivaient, d'accord. Ils sentaient, par exemple, certains systèmes qui étaient en train de s'effondrer, et ils ont toujours été des entités qui étaient dans une dynamique d'être des traits d'union entre le passage d'un ancien monde à un nouveau monde, que le nouveau monde soit bon ou mauvais.
En 1781, donc à la fin du XVIIIe siècle, les francs-maçons décident d'installer une première loge du côté de Saint-Louis au Sénégal. Cette première loge est créée, elle se nommait donc Saint-Jacques des Trois Vertus, d'accord, et elle avait pour but déjà d'établir un rapport d'analyse prospective sur la manière dont les choses étaient vécues sur le continent africain, la manière dont le système esclavagiste était solide ou alors était sur le point de tomber, d'accord. En 1824, donc, il y a une autre loge qui va être créée, qui sera donc la loge de la Parfaite Union, toujours dans la même région. Et très rapidement, donc, les maçons réalisent que le système esclavagiste touche à sa fin. Non pas que ils étaient en opposition frontale, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, hein, aujourd'hui se présentent comme des abolitionnistes de la période de l'esclavage, mais ce n'était pas tant sur le terrain doctrinal qu'ils étaient contre la servitude, on le verra après, puisqu'ils ont soutenu d'autres régimes qui asservissaient le peuple, mais ils considéraient que, de manière inéluctable, que ce soit sur un terrain économique, que ce soit sur un terrain social, la forme d'asservissement n'était pas quelque chose qui pouvait rester sous ce format-là, dans cette dynamique-là. Il fallait qu'il y ait un changement structurel qui puisse s'opérer. Et donc très rapidement, parce que c'est aussi ça le fort de la doctrine maçonnique, ils ont saupoudré ce changement qu'ils sentaient venir poindre à l'horizon, ils ont saupoudré ce changement d'une vision humaniste, en disant que c'était l'égalité des hommes qui devait prévaloir et que les Africains étaient des hommes aussi, qu'il n'était pas question qu'ils soient considérés comme des entités inférieures à d'autres. C'était le message de ces derniers-là. On a deux grandes figures de la maçonnerie qui justement se sont fait connaître à cette période-là, qui était donc Monsieur Victor Schœlcher, qui était connu dans les colonies en Amérique comme donc étant l'un on va dire des régents, on va l'appeler comme ça, de cette région. Et il y avait aussi l'abbé Grégoire, d'accord, qui faisait partie aussi de ces prétendus abolitionnistes de l'esclavage, qui étaient aussi plus que jamais des grandes figures de la maçonnerie. Alors, Victor Schœlcher a été celui qui, à qui on a attribué le rôle d'abolitionniste, celui qui a décidé qu'il fallait que les hommes africains et les femmes africaines puissent eux aussi accéder au rang d'être humains, alors qu'en réalité, qu'on soit très clair, il y avait déjà un certain nombre de rébellions qui existaient à l'intérieur des différentes zones occupées, on va les appeler comme ça militairement, politiquement de manière générale. Il y avait un certain nombre de rébellions qui faisaient sentir qu'il était mieux, beaucoup plus stratégique, qu'ils changent leur forme de prédation auprès des populations endogènes pour que l'empire esclavagiste ou le système esclavagiste puisse retomber sur ses pattes. C'était véritablement ça l'état d'esprit qui était le sien. Et pour montrer que la franc-maçonnerie n'était pas habitée donc par cette lumière d'humanité ou d'égalité des races, comme on le dit aujourd'hui de manière publique, lorsque le système esclavagiste est tombé, l'oligarchie du système prédateur occidental avait déjà prévu un autre système pour remplacer l'esclavagisme qui venait de tomber. Ce système-là, c'était la colonisation. Et dans cette colonisation, les maçons qui étaient toujours aux avant-gardes des changements de société ont été encore une fois des figures, plus que jamais, d'instauration de ce système-là. On a quelqu'un comme notamment Jules Ferry, qu'on connaît en France, puisque c'est quelqu'un qui était dans tous nos manuels historiques, dans tous nos manuels d'histoire, dans tous nos manuels scolaires. Et Jules Ferry, le père de l'école française, comme on aime l'appeler entre guillemets, était de ceux qui disaient, il a déclaré de manière publique, on va peut-être en voir précisément sa citation-là, mais de manière synthétique, il disait qu'en gros, il ne croyait pas à l'égalité des races, et il pensait qu'il y avait, pour certains peuples, le devoir de civiliser d'autres peuples. Et il était nécessaire pour lui que la France, et que l'Occident de manière générale, civilise les barbares africains que nous étions. C'était ça son état d'esprit. Jules Ferry était un franc-maçon. Alors comment peut-on passer, si la maçonnerie est habitée par la volonté de lumière d'établir le système d'égalité des peuples, d'égalité des races, entre guillemets, comment la maçonnerie de Schœlcher et de l'abbé Grégoire devient la maçonnerie? Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah là 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 là. C'est ça, hein? Ça. Non, ça fait mal. Les Africains sont dangereux. Mais voilà pourquoi moi, quand je vais romer, quand je vais mettre mes pieds sur Paris, dans le combat, je ne vais plus accepter à ce que les vautours soient à côté de moi. Ça, je ne vais plus accepter. Chacun va rester dans leur coin. Plus à côté de moi. Je n'en veux plus. Je veux me battre seul. Parce que quand j'attaque les dirigeants français, je les attaque seul. Ce que d'autres ne font pas, moi je le fais.
La France, mais c'est la France qui a tué Thomas Sankara. Et moi, je pointe la France. Je les pointe. Quand on m'a fait passer à l'époque devant des juges, des blancs, ils m'ont dit, mais monsieur Passy, mais vous avez des parents blancs, mais du côté maternel, mais pourquoi vous n'aimez pas la France? J'ai dit, j'aime la France, mais ce que je demande, que la France arrête d'aller tuer mes parents en Afrique. Ils m'ont dit, mais comment vous pouvez parler comme ça? Est-ce que vous savez que Sassou, vous avez un t-shirt là, c'est écrit Sassou assassin. Est-ce que vous savez, la France peut vous causer des problèmes? J'ai dit, ah bon? Mais est-ce que la France a causé Sassou des problèmes du DC-10 UTA ou des disparus du beach? Paf, la juge change de sujet. Elle dit, non, là c'est autre chose que vous parlez. J'ai dit non. J'ai dit, c'est pareil. La France de merde. Voilà pourquoi je ne veux plus. Regardez, depuis, j'avais même dit, je ne viendrai plus dans les directs. J'ai dit, je ne serai plus dans Facebook pour faire beaucoup de choses comme je faisais avant. Regardez les enfants de la RDC. Moi qui suis né au Congo-Brazza, je parlais tout le temps des viols du Congo-RDC. Tout le temps des enfants qu'on plaçait dans des coins des mines. Mais après, à la fin, c'est quoi? Pas mal de Congolais de la RDC, jaloux contre moi, mauvais contre moi. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être mauvais avec Kabila, au lieu d'être méchants envers Kabila, mais ils sont méchants avec ceux qui dénoncent, ceux qui sont là pour dénoncer. Mais pourquoi? Parce qu'ils se disent, lui là, il nous dérange. Avec lui là, on ne pourra pas manger les 300-500 $ que les dictateurs, les opposants peuvent nous donner. Avec celui-là, on ne mangera pas. Je les dérange. Mais ils sont là. Quand il y a des marches, ils viennent. Ils disent, Kabila assassin. Mais au contraire, ils aiment Kabila. Je vous dis, peuple africain, écoutez-moi bien. Il y a pas mal de Congolais de la RDC qui aiment Kabila. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans les réseaux sociaux, c'est du cinéma. Il y a pas mal de Congolais qui aiment Kabila. Mais moi, je l'ai compris. Est-ce que vous avez déjà vu des Congolais faire les directs comme moi je fais? Où est-ce qu'ils sont en train de placer sur la table ce qu'on appelle les francs-maçons, les Illuminati? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils font des directs où est-ce qu'ils parlent des églises des réveils? Et les catholiques et les francs-maçons, est-ce qu'ils en parlent? Silence total, L'Africain a un problème. Mais voilà pourquoi le combat que vous voyez que Kémy Séba est en train de faire. Kémy Séba, moi je connais des amis qui connaissent Kémy Séba. Mais Kémy Séba, il fait ces choses seul. Quand il y a du monde autour de lui, ils travaillent ensemble, mais en réalité c'est quelqu'un qui aime faire ces choses seul. Parce qu'il n'aime pas d'embrouille avec les gens. Parce qu'il a compris que l'Africain est dangereux. Kémy Séba l'a compris. Il a compris que l'Africain est très dangereux vis-à-vis de l'autre Africain. Et moi, quand je vois pas mal des Africains qui me boudent, pas mal des Africains qui sont pires que des vampires vis-à-vis de moi, mais je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, j'aime bien le terme là. Les Africains sont des Black Panthers qui se dévorent entre eux. Oh, j'aime bien le terme là. Et ça, c'est vrai. Il y a des gens qui sont dans les milieux de Sassou. Des gens que je suis allé à l'école avec.
Mais depuis que je suis dans le combat, je me suis levé là. J'ai coupé tout avec tout le monde. Sandrine Nguesso, j'ai fréquenté avec elle. Hein. Sandrine Nguesso, la fille à Sassou. Hein? Mais tout le monde, j'ai coupé. Pourquoi? Parce que tous ceux qui tuent l'être humain, tous ceux qui permettent à ce qu'on viole, pour moi, ce sont mes ennemis. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'on le tue. Dieu n'a pas créé une jeune fille pour qu'on la viole. Ou Dieu n'a pas créé une femme qui devient une maman pour qu'on la viole. Mais c'est quoi ça? Non, l'Africain est dangereux. L'Africain est très dangereux. Tout le temps, mon cœur pleure, hein, mon cœur pleure. On va écouter Kémy Séba. Mais Dieu est grand. Mais sachez une chose, on sortira de la merde. C'est le Dieu qui vous le dit. Parce que l'homme noir doit rentrer chez lui en Afrique. Nous avons une Afrique qui est bien. Regardez en Afrique. La nourriture, elle est saine. Nous avons une air pure. On est bien en Afrique. Mais en Europe, aux États-Unis, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. On est bien chez nous. Avec la mère des enfants, j'ai eu une guerre terrible. Parce qu'elle me dit tout le temps, tu es là, tu t'occupes des problèmes de l'Afrique. Hein? Laisse, elle me dit ça. Hein? Il y a des gens que je connais qui sont des multinationales. Hein? À l'époque en Angleterre, à l'époque quand je travaillais pour certaines sociétés que je connais, mais aujourd'hui, il y a pas mal que je n'ai pas envie de voir. Pourquoi? Parce que le combat là, il y a pas mal de multinationales qui me détestent. Tout le temps quand je sors dehors, quand les gens, dès qu'ils me voient, les gens savent qui je suis. Parce que tout le monde me regarde. Parce que quand vous faites des directs, il y a des milliards d'êtres humains qui vous regardent sur Terre. Donc les gens, quand ils me regardent, les gens, ils savent qui je suis. Même le PDG de Total avait dit avant, le PDG de Total et Areva, avait dit, ce monsieur-là, aucune entreprise française ou une entreprise européenne va l'embaucher. J'avais dit, mais moi je ne travaille pas pour personne. J'ai dit, de toute façon, moi, une petite entreprise j'ai créée, hein, dans l'informatique, j'essaie de monter certains petits logiciels. Hein, le peu d'argent que je gagne, je vais vivre. Je n'ai pas besoin de devenir millionnaire, milliardaire, ça ne m'intéresse pas. Parce que le roi Salomon, il avait beaucoup d'argent. Mais le roi Salomon est mort, il n'a rien amené. Et lui-même, il avait dit, tout est vanité de vanité. Le roi Salomon avait des très très belles femmes. Il avait une femme au palais. Il avait plus de 400 concubines. Imaginez. Hein? Toutes les belles femmes-là. Est-ce que quand il est mort, il est allé avec ces belles femmes-là? Non! Tout est vanité de vanité. Et l'être humain qui comprendra cela, c'est l'être qui va tout gagner sur terre. Tout est vanité. Et les dictateurs, ils connaissent le combat africain, ils savent que entre les combattants, entre les dirigeants, hein, les combattants et les résistants, les dirigeants dictateurs, ils savent que entre ceux-là, il y en a qui travaillent pour nous. Un jour, il y aura des embrouilles entre eux. Ils le savent. Les dictateurs, ils savent. Quand les dictateurs nous regardent, les résistants regardent les combattants, les dictateurs rigolent. Parce qu'ils disent entre eux, regardez ceux là-bas. Entre eux, ils ne s'aiment pas. Mais eux, ils disent ça.
c'était pas le combat de l'Afrique, est-ce que beaucoup allaient me connaître dans les réseaux sociaux? Non, non. Mais l'être humain est compliqué, est compliqué. Quand je regarde deux fois l'être humain, je dis non. Il y a des Africains, le peu qu'ils ont, une voiture ou deux voitures. Ils ont un appartement qu'ils louent. Hein? Deux fois, c'est un HLM que l'État français leur a donné. Hein? Donc, si la maison doit coûter 700 à payer, la personne paye par exemple que 60 € ou 100 €, tout le reste c'est l'État. Pourquoi? Parce que la famille là, ils ont des enfants dans la maison, 5 à 6 enfants. Hein? Et l'État paye une grande partie. Et ceux-là maintenant, ils se font passer pour des gens soi-disant qui ont réussi. Qui ont réussi. Hein? Moi, je connais des Africains qui ont fait venir leurs parents de l'Afrique. Oh, viens, viens. Quand tu viendras en Europe, tu vas être chez moi un moment. Après, dès que tu vas trouver un travail, tu vas t'en sortir. Mais dès que son parent est venu, hein, le parent l'appelle. Je suis à l'aéroport, il faut venir me chercher. Oui, 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 j'arrive. La personne n'est jamais allée chercher son parent. Mais l'Africain est dangereux. À oublier que son parent est à l'aéroport. Hein? Hein? Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il a réussi. Il se dit qu'il a réussi. Mais tu as réussi en quoi? Une voiture ou deux voitures que tu as pris en crédit? Tu as réussi comment? Tu as réussi comment? Quoi? Parce que tu as eu 5 enfants? Mais les enfants là demain, ils vont grandir. Mais dès qu'ils vont avoir l'âge 19 ans, on va couper l'argent que l'État paye. Hein? Les caisses familiales, ils vont couper ça, ils vont arrêter. Et ça, les gens ne comprennent pas. J'ai un ami en France, il a fait plus de 13 enfants. Mais j'ai dit, mais toi là, pourquoi tu fais beaucoup d'enfants? Tu connais ce que c'est de faire beaucoup d'enfants? Hein? Il a fait avec différentes mères. J'ai dit, mais un enfant, ça coûte cher. Les enfants, ça coûte cher. Il faut s'occuper des enfants. Il ne faut pas faire souffrir les enfants. Un enfant, quand tu le fais, il faut t'en occuper. C'est pas faire un enfant, on peut les laisser dans la nature. Parce qu'il y a pas mal qui font beaucoup d'enfants et les laissent dans la nature. Et ils se disent pas, non. On suit Kémy Séba. Mais Dieu est grand, Dieu est grand. Il est très grand. Moi j'ai confiance. Des personnes qui les cooptent. Il n'y a pas d'égalité, puisqu'il n'y a pas d'égalité entre le colon et le colonisé. Il y a toujours un qui domine l'autre. Mais il y avait une fraternité. Et la fraternité que la franc-maçonnerie a inculquée au sein des élites, c'était une fraternité maçonnique au sens que, en fonction d'un système de réseau, si celui qui te coopte te dit d'aller à gauche, tu vas aller à gauche, il te dit d'aller à droite, tu vas aller à droite. Et il y avait véritablement un jeu de marionnettiste et un jeu de marionnettes. Alors, ce que vous dites, donc, on peut comprendre qu'il y a une forte relation entre la France-Afrique et la franc-maçonnerie. Il y a une forte relation parce que de la même façon que la maçonnerie a été à l'avant-garde de l'abolition de l'esclavage quand ils sentaient que ce système était en train de tomber, mais ils ont été des précurseurs du colonialisme, on l'avait avec Jules Ferry. Quand ce colonialisme a touché à sa fin, d'ailleurs il faut préciser que bon nombre de personnes qui pouvaient être francs-maçonnes ont rejoint aussi les rangs de manière opportuniste, disons les choses telles qu'elles sont, de la résistance ou de l'indépendance par rapport à ce colonialisme aussi, mais ils ont été, encore une fois, les garants, le ciment de l'établissement du successeur du colonialisme qui a été le néocolonialisme, et dans la sphère francophone qu'on a particulièrement appelé la France-Afrique. Et c'est symbolisé par un seul homme, un parmi tant d'autres, mais un qui a été véritablement le pilier, Jacques Foccart, qui était le père des réseaux maçonniques sur le continent africain, qui était l'homme de De Gaulle, d'accord, qui, lorsque De Gaulle a vu qu'il y a eu cette indépendance qui se propageait sur le continent, que tous les peuples africains aspiraient prétendument à cette indépendance-là, il a demandé à son homme de main des réseaux africains d'activer, par justement ce système de la maçonnerie, un certain nombre de réseaux qui permettraient
à ce que la domination française puisse se perpétuer quand bien même le format de cette domination aurait changé. C'est-à-dire qu'en gros, la pièce de théâtre reste la même, seul le décor change. On est passé d'un régime où on avait l'impression qu'on était officiellement en colonisation à un régime où il y a eu des indépendances, mais c'était pas des indépendances de fond, c'était des indépendances de forme. Et bon nombre de gens, c'était là aussi une des spécialités. Je pense qu'il faut qu'on prenne une grande attention à essayer de comprendre le mécanisme de la maçonnerie, sa capacité à séduire les élites qui ne sont pas forcément toujours systématiquement mauvaises. Beaucoup de maçons beaucoup d'Africains sont rentrés dans la maçonnerie, ou d'Afro-descendants sont rentrés dans la maçonnerie, étant séduits par l'humanisme présenté tel quel, parce que l'Africain a un réflexe extrêmement présent lorsqu'il s'agit d'être dans la dynamique de l'universel. Par essence, nous sommes souvent trop dans l'universel, beaucoup plus que les autres qui nous ont, entre guillemets, prétendument parlant, enseigné cet universalisme-là. De telle sorte que lorsque des sociétés secrètes qui ressemblent sur certains points aux sociétés traditionnelles africaines qui in fine, on finit par perdre de leur influence à cause de l'industrialisation des villes et tout ce qui s'ensuit, eh bien, beaucoup de personnes lettrées ou éduquées sont rentrées dans la maçonnerie pensant que c'était quelque chose de positif à la base et n'ont pas forcément vu le danger qu'il y avait dans cette loge qui n'a rien de positif en réalité pour le continent africain. Donc, dès qu'elle voit une société qui est trop fermée, une société qui veut sa souveraineté, la maçonnerie est toujours dans une optique d'être dans la démarche d'ouvrir ces portes-là de manière générale. Quand des régimes deviennent trop orientés vers une vision de liberté, vers une vision d'autodétermination, vers une vision de libération du peuple, vers une vision de souverainisme accru, la maçonnerie active ses réseaux de telle sorte que la prise en charge par le peuple soit quelque part régulée, d'accord, et qu'on revienne dans une dimension qui rend la réflexion politique non pas fortement endogène, mais extrêmement universalisable. Et c'est toujours universalisable dans une perception des choses qui est en harmonie avec les intérêts de l'oligarchie française et par extension de l'oligarchie occidentale. Merci Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie, cher frère. On se retrouve pour le prochain numéro d'Afro Pertinent. S'il plaît à Dieu. Voilà. Donc nous avons vu Kémy Séba, que Dieu lui garde bien, parce que c'est un frère qui sait beaucoup. Il sait beaucoup de choses. Et Kémy Séba... 2011, pas un jour ne passe sans que les médias du monde entier nous parlent de conflits armés. Éditorialistes et experts, souvent... Et Kémy Séba, pas mal, veulent la guerre. Et Kémy Séba, il sait que Dieu qui l'a créé est avec lui. Il le sait. Il le sait. Le combat que moi je me suis levé, c'est un combat spirituel que Dieu a mis en moi. Je ne connais pas la peur. Celui qui a fait la conférence nationale au Congo-Brazzaville, Monseigneur Kombo, c'était mon oncle. C'était mon oncle. Celui qui a sauvé la vie à Sassou Nguesso. Parce que Sassou, Lissouba, quand il a pris le pouvoir, Lissouba voulait arrêter Sassou. Monseigneur Kombo a dit laver les mains. Il a mené une histoire, il a dit laver les mains. Mais aujourd'hui, on est en train de payer beaucoup de pots cassés de cette histoire de laver les mains. Voilà pourquoi la religion et la politique. Mais c'est deux choses qui devront être pas ensemble, mais en réalité la religion et la politique et la prostitution, hein, et la France-Afrique marchent ensemble. Et c'est ce qui est en train de détruire l'Afrique. Et les Africains devront s'intéresser. Les femmes, les femmes prophètes, les hommes prophètes doivent dire la vérité au peuple de Dieu sur terre. Dire qu'est-ce que la franc-maçonnerie. Dire qu'est-ce que les Illuminati. Parce qu'ils tuent immensement des êtres sur terre. Le chômage que vous voyez en Europe, mais c'est voulu. C'est voulu.
La misère que vous voyez, c'est voulu. Ils veulent que les êtres souffrent. C'est voulu. Le malheur de l'Africain vient des fausses lumières de Lucifer. Oui, ça c'est la vérité. Voilà pourquoi tout à l'heure, d'habitude quand je fais des directs, il y a des gens qui viennent que je ne connais pas me demandent à rentrer dans le direct. Mais celui qui m'a demandé à rentrer dans le direct, dès qu'il m'a demandé, on m'a fait voir que ce n'est pas une personne nette. Mais tellement il a insisté, j'ai dit, je veux le prendre. Mais dès que je l'ai accepté, paf, le direct a commencé à s'embrouiller. Le premier direct. Donc ce que l'esprit de foi dit, il faut suivre. Quand il y a quelque chose qui te dit, non, 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 reste dans cette position. Parce que si j'avais écouté le non, non là, hein, le direct là n'allait pas être embrouillé. Parce qu'au fait, les francs-maçons, ils n'aiment pas ceux qui viennent réveiller les autres. Ouvrir les esprits des autres endormis. Ils veulent que l'être soit endormi comme ça. Ils vont lui dire, viens, viens dans notre cercle. Mais ceux qui sont en train de dévaluer les secrets de la franc-maçonnerie, ceux qui sont en train de dévaluer les secrets des fausses religions, mais Dieu aime ça, parce que Dieu, Dieu est contre tout ce qui est faux. Celui qui aime la fausseté n'est pas avec Dieu. Regardez ceux qui aiment, comment on appelle ça, les dîmes dans les églises. Ils ne parlent jamais de la vérité. Hein. Parce que s'ils parlent seulement de la vérité, tous ceux qui viennent chez eux vont fuir. Donc il faut leur bluffer, les parler de la Bible et raconter des mensonges. Tout est calculé. Tout est calculé. La vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, elle est bien. Elle est bien. J'ai mis une vidéo que j'ai fait le jour là, aujourd'hui. Il faut que vous suivez cette vidéo. Quand vous allez suivre la vidéo là, c'est dans une église catholique. Il y a le signe du compas, le compas maçonnique. Tout juste à côté de la statue, soi-disant la Sainte Vierge Marie. Il y a deux insignes de compas, de la loge de France. À l'intérieur. Et il y a des gens qui viennent, ils prient, ils sont contents. Ils disent qu'ils ont le contact avec, soi-disant, la Sainte Vierge. Soi-disant avec Dieu. Mais Dieu n'est pas dans l'église. Dieu n'est pas dans l'église. Parce que, attendez, mais déjà même lui-même, Jésus, quand il était venu sur terre, il n'allait pas dans les églises. Hein. Lui, il était dans les bois. Parce que les églises, là, Dieu n'est pas dedans. C'est un business. Le fric. C'est un business. Le Vatican, c'est un business. C'est un business. La vérité, c'est quoi? Il faut que l'Africain comprenne. La Bible, parce que Willy Boy, c'est quoi la vérité? Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que la Bible, l'homme blanc a volé les données de nos ancêtres en Afrique et est venu, il a écrit la Bible par rapport à certaines données de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres avaient les contacts avec Dieu. L'homme blanc n'a jamais eu des contacts avec Dieu. C'est un barbare. Comment celui qui a vécu dans des grottes, qui connaissait que la guerre, le sang, comment il peut connaître Dieu? Les gens doivent s'intéresser à la vérité. La vérité, c'est très important. La vérité.
La vérité. De toute façon, Dieu va revenir dans ce monde. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain. Il peut venir même tard dans la nuit, à n'importe quel moment. Dieu va revenir. Hein? Il va revenir parce que la terre là, Dieu sait que la terre là, il doit la détruire. Mais Sodome et Gomorrhe, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, non? Hein? L'ancienne ville, hein? Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait pas mal d'homosexuels, il y avait des lesbiennes, il y avait la pédophilie là-bas. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Hein? En Égypte, il y a des anciennes cités qui sont sous l'eau. Hein? Un jour, je vais faire un direct où est-ce que je vais parler, hein, des anciennes villes qui sont sous l'eau en Égypte. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu, quand il voit que la terre, il y a tellement de mauvais, il y a tellement de gens matérialistes, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la terre. Et Dieu va détruire cette terre où ce que nous vivons là. Dieu va la bousiller. Mais pourquoi Dieu ne bousille pas la terre? Parce qu'il y a pas mal des êtres humains qui connaissent Dieu, que Dieu a envoyé pour une mission sur terre. Et tant qu'ils sont là, Dieu ne peut pas bousiller la terre. Ah ça, oui, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le monde va mal. Même le président russe lui-même, il avait dit. Il a dit, Poutine, il a dit, il ne peut pas comprendre comment l'Afrique est le berceau de l'humanité et les Africains, ils souffrent. Ils n'ont pas l'électricité au XXIe siècle, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas des écoles de ce nom. Poutine dit, il y a un problème. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que la France depuis fait en Afrique si elle n'a jamais aidé l'Afrique? Hein? Quelle est cette colonisation-là? Une colonisation où on a détruit toutes les sources de l'homme noir. Il y a des enfants en Afrique. Hein? Mais moi, je me rappelle quand j'étais allé en 2005 au Congo-Brazzaville. Moi, je payais les gens à manger, moi. Je donnais de l'argent à des familles pour aller faire des courses pour qu'ils mangent. Parce que des fois, quand j'allais voir des familles, ils me disaient, ça fait 3 jours qu'on ne mange pas. J'ai dit, mais comment 3 jours? Oh, on fait que boire de l'eau sucrée. L'eau, ils prennent le sucre, ils mettent l'eau. Imaginez. Et ils disent que le sucre, quand ils mettent dans l'eau, ils tournent, ils boivent, ça calme la faim. Non. Oh non. Donc, en fait, les crimes que Léopold II a fait, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Non. Mais you have the thing done. Yeah, but the chicken is big cooked. What are you doing? Turn it up. No, what are you doing? You want sweet. Il faut que l'Africain comprenne. Moi, j'ai beaucoup compris des choses. La prophétesse, je vous assure, prophétesse, en tout cas, le combat de l'Afrique, c'est un combat qui est dingue, prophétesse. Parce que, entre nous les Africains, on ne s'aime pas. Il y a trop des Africains qui sont jaloux des autres. Et je me pose la question, pourquoi? Et les mêmes là veulent que les dictateurs partent. Mais quand les dictateurs vont partir, est-ce que la dictature va finir réellement? Est-ce que ça va finir? Parce que si les gens ont le venin de la haine, le venin de la jalousie, mais ils vont être pires. That is the thing you like.
excuse me. Open the before go. Not open. It's open the thing. No, you're supposed to, yes. Ah, Dieu. Which one's mine now? Bien que controversé, l'écrivain Charles Ateba Eyine, qui se prenait parfois pour le censeur de la nation, a dénoncé dans un de ses ouvrages ce qu'il a appelé bien que controversé, l'écrivain Charles Ateba Eyine, qui se prenait parfois pour le censeur de la nation, a dénoncé dans un de ses ouvrages ce qu'il a appelé la République des loges, des sectes et des réseaux mafieux. J'ai deux devoirs. Le devoir d'indignation, à savoir pourquoi le Cameroun qui a tout pour émerger, pour être la locomotive en Afrique centrale et en Afrique stagne. Pourquoi nous tournons en rond? Pourquoi il n'y a pas un taux de croissance à 2 chiffres? L'autre devoir, c'est que moi, je dois dire au président la vérité. J'ai dit au président, monsieur le président, vous vous attaquez à la corruption, vous vous attaquez au détournement, vous vous attaquez... Mais il y a un autre volet important, c'est que les mafias et les logiques des loges, des sectes, ont pris le pays en otage. La moralité, c'est que les gens des loges, les fraternes, et qui ont installé l'exclusion et le tribalisme, eh bien, ne privilégient que les leurs. Parce que la logique par exemple des francs-maçons, dans leur charte, elle est bien décrite dans mon ouvrage. Eh bien, cette logique-là, c'est qu'on privilégie le frère d'abord. Maintenant, quelles que soient ses compétences et ses talents. Et c'est pour cela c'est cela le vrai problème qui est posé dans le livre. Nous ne remettons pas en cause, nous ne condamnons pas les loges, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc., la scientologie. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais nous observons une grosse différence entre les gens des loges, par exemple en Occident. Vous savez que quand vous parlez de la Sorbonne, la plupart des grandes écoles, toutes les grandes réalisations, ce sont les maçons. Quand les symboles maçonniques, c'est la truelle, on les connaît. Alors, ça veut dire que ce sont des bâtisseurs. Et ils s'en vantent d'être des bâtisseurs. Ils ne se cachent pas. Ils disent, c'est nous qui avons construit ceci, c'est nous qui avons fait cela. Je vais vous dire que la plupart des lois dans le monde, abolition de l'esclavage, abolition de ci, c'est eux. Invention de l'école, laïcité, etc. Très bien. Alors, ils travaillaient d'abord dans la loge, c'est-à-dire ils avaient des ateliers, des rencontres entre eux, prenaient des décisions et venaient au Parlement. C'était important pour la société. Ils ont œuvré pour le progrès. Mais quand vous prenez cette affaire de l'Occident à chez nous, vous rentrez dans la sorcellerie. Depuis que j'ai publié mon livre, je reçois des félicitations des vrais francs-maçons qui me disent Ateba, merci d'avoir fait ce travail. Parce que même dans nos propres groupes, dans nos propres rangs, on avait l'impression que c'était devenu du tout venant, qu'on avait infiltré, etc. Ce n'est plus élitiste. Quand vous allez en France, la grande loge de France, c'est écrit la franc-maçonnerie n'est pas pour les cancres. C'est écrit comme ça. Mais au Cameroun, quand quelqu'un te dit qu'il est franc-maçon, vous voyez un malade mental en face de vous. Si je prends mon cas personnel, mais les gars disent Ateba, tu es fort, tu es intelligent, tu es formé, mais on ne te maîtrise pas. Tu es où? Tu n'es pas avec nous. C'est ça qu'on te dit. Je ne peux pas vous citer le nombre de personnes qui me le disent. J'aurais bien souhaité quand même. Mais je ne suis pas, mais c'est la réalité. Tous ceux qui nous écoutent savent que c'est comme ça. Il y a une logique au Cameroun qui dit que la confiance passe avant le talent.
C'est-à-dire que vous pouvez être très talentueux, sortir, je ne sais pas, de n'importe quelle école, je ne sais pas, du monde, vous êtes brillant, mais on dit, on préfère quelqu'un qu'on contrôle. Alors le contrôle ici peut être sexuel, le contrôle peut être idéologique, le contrôle... Mais c'est ça qui fait aujourd'hui que le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que c'est pas ça la priorité. Vous avez même comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme